Bonjour la team. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, et surtout ce week-end, on a eu donc les invocations de pacte, qui est vachement bien synchronisé par rapport à l'event. Mais bon, c'est pas très grave, parce que ça laisse largement de quoi aller cumuler les offres, et donc de potentiellement obtenir l'un des personnages à la une, qui est vachement intéressant. Alors on va d'abord voir le taux d'apparition, qui est quand même plutôt correct. Ça a toujours été un event où le taux d'apparition est quand même correct, à 1,6. Quand je dis correct, c'est que ça change des 1% des autres invocations, ou des 1,2. Donc, en héros classique, en héros rare, on va dire, on va avoir le droit à 71%, donc ça va regrouper tous les petits 3 étoiles dits du festival en général. Ah, attendez. Hmm. Alors, Grim, il est pas la une, donc lui, on peut l'avoir. Ainsi que Tyrum, Gardien, Gâteau, Basile, Greyman, Brienne, Down. Allez, je vais pas tous vous les faire. Faut vraiment que je coupe line. Alors, au niveau des héros épiques, on a un taux de 26,5%. Donc là, après, ça va être des personnages qui peuvent être potentiellement intéressants, mais qu'on peut obtenir aussi assez facilement sur les festivals, comme les Merlins et tout ça, les Gardiens Carreaux. Alors bon, ça c'est dommage parce que les costumes sont en préparation pour Merlin, par exemple, ou Gardien Carreau, si je me trompe pas. Et bah, comme actuellement ils sont pas sortis, aller invoquer et récupérer ces personnages-là, bah, c'est surtout prendre le risque d'aller les récupérer en triplette, en quadruplette, parce qu'ils atterrissent quand même assez souvent. Les personnages intéressants sont Medlo, Bogart, ou Bogart c'est un personnage que j'aime bien, que j'ai en double sur Baby Joe, et qui fait un casse-défense progressif, donc qui est plutôt compliqué à utiliser sur les titans, parce que comme c'est un casse-défense qui est progressif, forcément ça nous oblige un petit peu à attendre notre puzzle pour aller déclencher à son 55%, mais bon, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Medlo, c'est une très rapide. Donc vous pouvez la coupler par 2, ou même par 3. Je pense que sur les tournois 4 étoiles, c'est vraiment pertinent d'en avoir quelques-unes de montée. Parce que ça permet de faire quand même pas mal de dégâts à une ou deux cibles et d'aller se créer des trous. Et donc vu que c'est une très rapide, si on arrive à trouver les 9% assez, on va dire, qu'on peut trouver un peu difficilement, mais qu'on peut quand même trouver, on peut potentiellement faire des déclenchements intempestifs, et ça juste avec une triplette, enfin deux triplettes, deux, trois tuiles. Donc c'est un personnage qui est très intéressant, défensivement c'est un peu une chips, mais bon c'est pas très grave parce qu'au niveau de l'attaque ça va vite, et ça peut vraiment nous permettre d'éviter de faire déclencher en face. Voilà, après on a des classiques, Jot qui est un très bon booster de tuiles sur les titans, en exemple. Golden Bursty, vous le connaissez à peu près tous. Après on a les classiques S1 bien sûr, on a Wilburn, très bon casse défense titan. Tijan, voilà. Après on a des personnages un peu daubés, surtout que lui, bah, il était au sous les change. Alors c'est quelque chose que j'ai un peu du mal psychologiquement à assumer, d'avoir Chapelier Fou en sous les change et puis de l'avoir ici en présentation, en invocation. Mais bon, on va pas rester non plus trop dessus. Donc les 5 étoiles légendaires seront à 0,9%, donc c'est pas beaucoup, et les héros légendaires seront donc à 1,6 pardon. On a toujours Jelligan qui est à 1,3 et qui est devenu en fait un peu mon chouchou sur mon petit compte. Je l'ai pas encore monté, mais je sais que ça va devenir mon chouchou parce que ça permet vraiment d'aller très très vite. Alors dommage, j'ai pas pu le tester en GDA rué, il sera certainement testé pour la prochaine dans un petit mois. Mais ça reste un excellent hotmail en fait, enfin un personnage du mois, hotmail. Et si vous l'avez, je vous conseille vraiment de le monter parce que on a beaucoup à faire à des défenses avec des bonus. Et il va prendre sa puissance en fonction des bonus déclenchés. Donc sur des Furdinand ou sur des Hawthorne, ça va aller très très vite. Il va taper très très fort, mine de rien. Bien préparé évidemment en attaque def. Et LB avec un très bon emblémage au niveau de l'attaque. Et là vous ferez vraiment plaisir et il fera vraiment beaucoup de dégâts. Donc j'ai pu le tester un petit peu. Je referai un test. Je referai un test sur lui et en même temps sur les gorilles parce que j'en ai chopé quelques-uns et ça va être très intéressant justement de parler des gorilles. Alors, les personnages qu'on a là, une que j'adore, Tisbrume. Donc je vous passe son niveau de puissance, on atterrit à 1000. Donc ça va être l'un des personnages les plus puissants du jeu. C'est un moine. Donc ça c'est très bien parce que c'est un rapide et donc ça va faciliter l'accès au 15% pour le déclencher en 7 tuiles. Donc le 7 tuiles c'est un peu plus compliqué à obtenir lors d'un plateau, mais on peut très vite y atterrir et donc déclencher 4 tuiles et 3 tuiles
pour pouvoir le déclencher en cette tuile. Donc ça c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que c'est un anti-soin en soi par rapport à sa CS, et on y reviendra un peu plus tard. On va plus découvrir son lien de famille et ses deux passifs qui sont assez exceptionnels. Alors, son lien de famille, pas grand chose d'exceptionnel non plus, mais si vous avez fait un bon tirage et vous arrivez au moins à en avoir 2, vous allez avoir 5-10% de vie supplémentaire, et si vous en avez beaucoup plus, vous pouvez obtenir 15-20%. Donc actuellement, on n'a que le rouge et le vert qui sont présentés. Donc on ne pourra pas faire une défense exclusivement faite de la famille chasseur de la jungle. Mais en attaque, ça peut avoir son importance, et surtout que c'est pas forcé d'avoir des personnages différents. Donc le boost de PV va... Ah non, héros unique de la même famille, pardon. Je sais, moi je me trompe. Donc voilà, actuellement on pourra uniquement obtenir 10% de PV supplémentaires si vous avez Tisbrune et Brizos. On a toujours ce bonus d'événement, donc qui arrivera le 20 mars, si je me trompe pas. Information de SCO, qui me le rappelle assez souvent d'ailleurs. Et qui voilà, va permettre d'avoir 20% d'attaque supplémentaire, 20% de défense, 20% de santé. Les dégâts permanents subis sont réduits de 50%, donc ça c'est quand même cool. Donc quand on dit dégâts permanents, je suppose que c'est tout ce qui va être dot. Donc peut-être potentiellement contre des titans, mais bon, je vois pas trop l'utilisation contre les titans. Et on aura un cumul max. Lorsque ce personnage utilise sa compétence spéciale, tous les ennemis reçoivent moins 3% de défense. Donc ça c'est bien contre les hordes. Hein. Contre les hordes, on atterrit, on commence à balancer assez souvent Tisbrume ou Brizos. Et ben ça va nous permettre de faire un cumul de défense et donc d'anéantir plus rapidement les défenses ennemies. Et si on est un peu sec, on va dire qu'on mixe un petit peu entre 3, 4 et 5 étoiles, et ben c'est vrai qu'on va pouvoir la placer en pointe et nous faciliter un petit peu la fragilité des hordes. Donc ça peut être très intéressant. Au niveau des passifs, donc là, on est toujours un peu sur le même truc que toute la famille, on va dire, de la vocation du pacte, hein, des personnages qui sont liés au pacte. Donc on va avoir cette capacité de faire un dégât de... alors ça, c'est quoi? Alors, lorsque ce personnage utilise sa compétence spéciale, il inflige une marque de chasseur à un ennemi aléatoire. La cible reçoit 150 de dégâts sur 3 tours. Donc ça va faire, voilà, hein, 50 points, qui sera cumulable jusqu'à un taux de 1500 points de dégâts. Donc pour y aller, il faut quand même, voilà, hein, ça fait quand même beaucoup, 1500 points. Mais voilà, sur 3 tours, on peut infliger, si on arrive à balancer 10 fois sur 3 tours 7 CS, on pourra faire 1500 points de dégâts à l'ennemi ou à des ennemis. Bien sûr, qui seront répartis en fonction du choix de la marque du pacte. Donc ça, voilà, c'est un petit plus, hein, c'est une petite dot en plus qui permet de faire des dégâts et d'anéantir l'ennemi. Je sais que je m'en sers beaucoup, parce que je commence à avoir des personnages du pacte, et j'apprécie vraiment de les utiliser, autant que ce soit du 3, 4 ou 5 étoiles. C'est vraiment le petit truc en plus, un peu comme les personnages élémentaires, qui vont faire au niveau de leur tuile des dégâts supplémentaires de 20%, de 20 points par tuile, au maximum de 5. Et ça, c'est cool. Là, le passif, on va dire attaque, vigueur de chasseur. Donc lorsque ce personnage utilise sa compétence spéciale, il reçoit 20% d'attaque sur 3 tours. Cet effet peut s'ajouter à d'autres effets qui modifient l'attaque. Alors là, je pense que les joueurs expérimentés voient déjà comment l'utiliser sur le boost d'attaque. Alors ça, défensivement, sur un boost d'attaque, c'est super, parce que c'est 20% supplémentaires qui vont se rajouter au bonus de boost d'attaque. Vous envoyez une défense avec un boost d'attaque supplémentaire, et bah tout ça va se cumuler. Donc vous aurez le boost d'attaque qui se cumulera avec le boost de vigueur de chasseur et le boost du personnage. Par exemple, je dis n'importe quoi, en exemple un Bolstock qui va faire 48% de supplémentaire, donc on va arriver à 68% plus le boost d'attaque qui va être aléatoire et progressif en fonction du durée du tour et de la frappe surtout. Vous pouvez atterrir vraiment sur une très très grosse augmentation d'attaque, hein, un peu plus de 100% si vous gérez bien, si votre défense est bien gérée, si elle arrive à durer sur le long terme, et ça va vraiment permettre de faire énormément de dégâts. Vous pouvez même faire un test, hein, si vous avez un personnage gorille comme ça, c'est de placer par exemple un Bertulf ou un autre personnage qui va faire un boost de tuiles comme ça, et bah ça va vraiment vous permettre d'augmenter vos dégâts de tuiles énormément. Alors pas forcément vos CS, parce que Bertulf, son bonus n'augmente pas forcément, n'augmente pas du tout les CS, mais va augmenter la puissance des tuiles et atterrir vraiment sur une valeur exceptionnelle au niveau de l'utilisation. Et on fera certainement un petit test après.
Alors, au niveau des stats, maintenant. Donc, SG a l'habitude d'emblémer au niveau de Def V. Ça veut dire que là, potentiellement, on peut obtenir beaucoup plus d'attaques. On va peut-être le vérifier en annulant le LB. Voilà. Donc là, on voit qu'on a une attaque qui est supérieure, qui est à 834, et que la défense est à 830. Vous êtes sur un moine, donc vous avez quand même un potentiel offensif correct. Donc, là, vous voyez bien qu'il est emblémé en défense vie. Donc le but va être vraiment, pour ce personnage-là, ça peut être un défenseur, ça c'est vrai, mais j'avoue que je l'emblémerais quand même plus au niveau de l'attaque défense, parce que sa CS est très très forte. Hein. Donc elle va faire quoi? Elle va infliger 350% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, à taux égal. Donc c'est énorme. Hein. La cible, et les ennemis proches résistent aux soins et subissent 220 points de dégâts pour chaque soin auquel ils résistent pendant 4 tours. Donc ça, moi je vois très bien comment le coupler. Hein. Vous pouvez très bien coupler ça avec une El Nada. El Nada, vous êtes face à des passe-partout, à des Raphaël en ruée, et même hors ruée, et qui déclenchent quand même plutôt bien parce qu'ils ont des bonnes troupes ou qu'ils ont un boost par les bardes ou de je ne sais quelle manière, ils arrivent à un certain pourcentage de mana. Je crois que c'est 34% pour déclencher en 7 tuiles en moyen, ou 8 je crois. Je sais plus exactement, il faudra que je regarde. Donc là, vous allez en fait carrément bloquer l'accessibilité aux bonus. Non seulement vous allez émettre des dégâts au niveau des bonus, parce que je crois que ça peut se cumuler avec El Nada, et on fera peut-être le test quand je l'aurai fini de le monter, et de la monter, et vous pouvez faire voilà, des dégâts supplémentaires en fonction du soin qui sera émis. Donc c'est énorme. Vous pouvez pratiquement shoot des ennemis juste avec leur capacité de blocage au niveau des bonus et au niveau des soins. Donc on a le premier personnage à avoir fait ça, je sais pas si vous vous rappelez, c'était Xaotu. Xaotu qui est un moyen qui tape sur 5, si je me trompe pas, à hauteur de 220%, ou peut-être un peu plus, qui bloquait, voilà, qui bloquait les soins. Peut-être que c'était une tape sur 3, je me rappelle plus exactement. Donc c'est vraiment très bloquant, j'ai eu à faire 2-3 fois à ce personnage-là, et c'est vrai que quand on fait pas attention, on peut vite se faire avoir. Évidemment, c'est toujours quelque chose qui peut être cleanse, et si on l'anticipe bien, ça peut devenir moins dangereux. Après, voilà, tout dépend de ce qu'on a utilisé en GDA, et de comment on a pu aussi prendre en main la défense sur laquelle on a frappé, et surtout l'attaque qu'on a utilisée pour massacrer l'équipe avec Xaotu. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on se retrouve quand même avec des stats un petit peu supérieures. Mais après, voilà, ça reste des bonus hein, dans tous les cas. Ou des malus plutôt. Après, on a quand même un cumul max. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Parce que ça aussi, ça va se cumuler avec l'attaque. Donc, vous avez un cumul max. Le lanceur reçoit plus 15% d'attaque contre l'élément vulnérable. Ça veut dire... Alors qu'en gros, le lanceur reçoit plus 15% d'attaque contre l'élément vulnérable. Si vous attaquez un tank ou un ennemi de l'élément eau, et lui, automatiquement, il va rajouter ce cumul. Donc si vous l'attaquez 2 fois, vous allez avoir plus 30%. Ou du moins, si vous attaquez 2 fois avec Tisbrune, vous allez avoir 30%. Vous attaquez 3 fois, vous allez avoir 45%. Et ainsi de suite, jusqu'à un maximum, donc de 150%. Prendre 150% d'attaque avec le boost du passif d'attaque de 20%, donc vous arriverez à 170%. Vous mettez un booster d'attaque, n'importe lequel, allez, on va prendre un petit Rigard costume, qui va faire 48%. Je vous laisse faire le calcul par vous-même, vous arrivez déjà à 218% d'attaque. Donc c'est juste énorme, énormissime. Vous pouvez même, au niveau des tuiles, le booster avec le bonus d'attaque max de Bertulf, mais je crois que du coup, vous atterrirez sur une certaine limite de 160%. Donc là, par contre, ça risque d'être un petit peu dérangeant, et ça risque un petit peu de couper court vos élans. Donc bien faire attention au niveau aussi de ce bonus, qui ne se cumule pas n'importe où et n'importe comment. Sinon, voilà, pour moi, l'utilisation première de ce personnage-là, toutes les GDA. Toutes les GDA, il est utilisable. Tous les tournois, il est utilisable. Ça va vraiment être un bloqueur. Il sera peut-être moins pertinent sur des tournois sans soin, évidemment, puisque le sans soin ne sera pas pris en compte par le bonus
du moins je pense, qu'il sera peut-être pas pris par le bonus, les bonus de santé. Si vous faites une attaque et que vous émettez un bonus de soins, s'il ne reçoit pas de soins, peut-être que le malus, ne viendra pas impacter l'ennemi par le fait que il va recevoir 0 point de santé. Après, ça c'est même pas sûr, c'est un fait. Peut-être que juste le fait de mettre un acte de soin, même s'il n'est pas avec un résultat positif, qu'il est à 0, qu'il est négatif ou qu'il est neutre par rapport au tournoi sans soin, et peut-être que ça prendra quand même des dégâts. Ça serait quelque chose à vérifier lors des tournois sans soin, justement en 5 étoiles, en espérant que le vert ne soit pas interdit d'ici là. Donc voilà, l'utilisation première de ce personnage-là va vraiment être sur les boosts d'attaque. Hein. Vous le mettez en défense, vous le mettez en attaque, ça va faire extrêmement mal. Vous allez avoir une attaque qui va monter en exponentielle, et derrière vous allez frapper de plus en plus fort, en sachant que ça tape déjà à 350%, donc on a un autre vert qui fait, je crois, la même chose, et qui fait à peu près la même chose que Franks aussi. Donc voilà, ces personnages-là du pacte se cumulent énormément. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que si vous hésitez à invoquer sur ce tournoi, sur ce portail-là, si vous commencez, il faudra finir, parce que c'est un investissement. Ce portail-là n'est pas fait pour les joueurs dits free-to-play ou ship-to-play. C'est vraiment des portails qui sont faits pour les pay-to-win, voire les pay-to-win hardcore, parce qu'il y a des personnages à la une qui sont quand même exceptionnels et qui demandent une certaine ressource pour pouvoir être montés et utilisés et utilisables. Donc il faut avoir la volonté d'aller attaquer des très grosses défenses, que ce soit un tournoi ou que ce soit un GDA, pour vraiment avoir la volonté d'invoquer sur ces portails-là. Sinon, il faut rester sur des portails qui sont peut-être plus accessibles au niveau des personnages, un peu comme les festivals ou comme les costumes, que je conseille beaucoup pour ceux qui veulent vraiment avoir des bons personnages, mais qui savent pas forcément où invoquer. Et dans ce cas-là, il faut voir sur les costumes. Mais attendez peut-être un peu qu'on ait plus de choix au niveau des 3 et 4 étoiles, et que tous les 5 étoiles soient terminés, pour que quand vous ayez un 5 étoiles, que ça soit à l'académie ou que ça soit sur du portail classique, et que vous tombez sur du S1, et que vous ayez le costume qui va avec. Par exemple, vous avez June en costume C1, C2, et quand vous retombez sur un autre June, vous êtes quand même content, parce que vous avez les deux costumes qui sont disponibles. En sachant que les costumes sont aussi disponibles par 1 ou 2, en C1 ou en C2, sur l'académie, au change des 5 étoiles. Donc ça, c'est une information très intéressante qui a été donnée par Zanemarozzi, qui a obtenu, donc sans la balancer, Justice C2, sans le C1, mais qui a quand même eu le costume 2. Donc voilà, après c'est à vous de voir comment vous voulez jouer et comment vous avez la possibilité de jouer, et de continuer de investir sur les costumes ou pas, en sachant que pour le moment vous n'avez pas tous les costumes qui sont disponibles et qu'il n'y a aucun 3 étoiles qui ont donc les deux costumes. Donc attendez peut-être un peu sur ce portail là. Donc revenons un petit peu au niveau du portail du pacte. Donc vous avez aussi à la une Xandrella, qui elle est un sorcier, donc elle profite aussi des 4%. Par contre c'est un moyen, donc ça c'est un peu dommage, mais j'ai presque envie de dire tant mieux, parce que ça inflige énormément de dégâts. Vous avez toujours ce lien de famille, alors lui il est un peu long, je vous laisserai le lire, franchement j'ai pas envie de le lire, mais en gros il fait des gemmes, hein. Youhou. Et vous avez ce passif qui est quand même très intéressant au niveau de l'attaque. Donc les troupes de ce personnage infligent 100% de dégâts supplémentaires contre l'élément vulnérable. Ça c'est juste énorme. 100% d'une troupe, ça voudrait dire que si vous avez une troupe qui augmente, par exemple une ninja, qui augmente à 32% d'attaque, et elle va faire 64% d'attaque supplémentaire. C'est juste démoniaque. Donc, et après, au niveau de la défense, compétence passive en défense, ce personnage subit 10% de dégâts en moins lorsque les troupes de l'élément fort l'attaquent. Ça, c'est un peu plus subtil. Et bon, en général, Xandrella va être placé sur les extrêmes, ou en P2 ou en P4. Donc on n'aura pas la tendance à vouloir l'attaquer avec un élément feu, par exemple. Mais bon, voilà, ça peut être... on n'a pas envie de l'attaquer non plus en bleu. Et je vous rassure pourquoi, et je vais vous dire pourquoi. Au niveau des stats, donc elle peut aller beaucoup plus haut en attaque, hein, et c'est comme d'hab. Le personnage là, bon, là il est un peu plus axé sur la défense, mais vous savez très bien qu'SG les place en défense vie en emblème, donc vous pouvez aller un peu plus loin au niveau de sa puissance.
Elle va infliger 450% de dégâts à la cible et à tous les ennemis de glace. C'est-à-dire qu'en gros, en réalité, c'est un sniper. Sauf que si vous êtes face à une défense en GDA ou en tournoi qui est bicolorée en bleu, et ben vous aurez en fait 450% sur votre ennemi et sur ceux qui sont de l'élément glace. C'est-à-dire que même si vous visez pas un élément de glace, vous allez lui offrir 450% de dégâts dans la figure. Et ça, c'est quand même super cool, quoi. Parce qu'au lieu de la transformer en sniper, enfin de la laisser en sniper, elle va se transformer en double lame ou en triple lame, ou en quadruple ou en quintuple, suivant la défense qui est mise en face. Après, bon, bah, allez, mettre une défense en tournoi qu'avec du bleu, ça serait complètement stupide, surtout si le vert, il est autorisé. Il inflige automatiquement 468 points de dégâts à la cible et aux ennemis de glace quand leur mana est plein. Donc ça, c'est quand même cool, parce que même s'ils balancent leur CS et que vous résistez, vous avez la possibilité d'aller finir et éliminer l'ennemi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et aux ennemis de glace quand leur mana est plein et réduit le mana de 50% pour 4 tours. Ah oui, d'accord. Alors en fait, non. C'est encore mieux. Ça veut dire que même quand vous attaquez cet ennemi-là, vous allez réduire de 50% son mana. Donc vous allez l'empêcher de déclencher, on va dire, tout de suite. Donc c'est franchement un sacré gros personnage en moyen. Et ensuite, altère la puissance de tous les boucliers de type nature sur le plateau. Lorsqu'un héros attaque, lance la compétence spéciale, le bouclier devient amélioré et donne 37% de mana supplémentaire. Lorsqu'un héros défenseur lance la compétence spéciale, les boucliers sont affaiblis et donnent moins 30% de mana en moins. Donc ça, en termes d'accélération, c'est quand même pas mal, parce que 37% de mana en moins, je crois que Garias fait à peu près la même chose. Et Rise aussi, et donc du coup ça permet de déclencher extrêmement rapidement. Vous pouvez largement descendre, je crois, en 6 tuiles. Enfin, j'avais fait le test avec Garia, je crois que je descendais avec un boost supplémentaire lié à Dandré. Je pouvais déclencher en 5 tuiles si je me trompe pas, et voire peut-être même moins, parce que j'avais peut-être pas le bon visuel et jamais pu tomber sur un exemple vraiment flagrant. Mais en 6 tuiles, c'est sûr que ça déclenche, parce que j'ai envoyé 3 tuiles dans le vide et ça déclenchait. Pour obtenir 5 tuiles, ça a été beaucoup plus compliqué et j'ai pas pu le faire sur une gestion de plateau. Donc je pourrais pas venir vérifier cet aspect-là. Et j'irai pas calculer exactement combien ça pourrait faire et combien ça pourrait donner, parce qu'il faudrait prendre en compte la totalité du mana, plus le boost de Dandré en fonction de la totalité du mana, et la totalité du mana en fonction de la tuile que ça donne. Et là-dessus, je suis pas assez bon en maths, je laisserai faire ça des spécialistes comme Chou. Chou, si tu m'entends un jour, pense à calculer ça. Si tu l'as déjà fait, bah envoie-moi ta vidéo que je regarde. Alors, par contre, au niveau défense, ça peut être un peu moins intéressant, parce que bah forcément, hein, au niveau de la tuile verte, on a peut-être moins envie d'aller l'attaquer, sauf si on est arrivé en tank bleu, où là forcément on aura envie d'aller en vert. Sauf que si Xandrella elle déclenche, et bah voilà, on va se faire réduire notre possibilité de charge de mana de moins 30% par tuile, et ça c'est quand même assez dérangeant. Après, c'est pas non plus ce qui bloquera le plus dans le jeu, mais on le voit déjà avec Xenob, Xenofold, enfin le violet là de la S4, qui soigne et qui fait du boost de mana, et bah il va aussi faire une modification au niveau des tuiles, au niveau du mana, et ça peut commencer un petit peu à bloquer si vous n'utilisez pas des personnages à charge, si vous attaquez en violet. Ça risque d'être très compliqué. Donc c'est pour ça qu'en général, ce personnage-là de la S4, j'aime bien l'attaquer avec un petit mono entre 4 à 6 tuiles en violet, qui me permet de pas trop subir, on va dire, son debuff de tuiles en charge de mana. Donc Xandrella, je vais pas trop rester dessus, parce que ça reste un personnage très exceptionnel à obtenir, un peu comme tous les autres à la une, j'avoue, mais là on a quand même plus de possibilités de l'obtenir, et que bah voilà, si vous avez la chance de l'avoir, et bah n'hésitez pas à la monter. Je pense que rien que par rapport à des personnages rouges en défense, ça peut permettre voilà, d'aller viser à côté, mais de quand même cibler les bleus, et ça peut être vraiment très pertinent. Ensuite, on a Alucard. Alucard, je vais passer vite fait sur lui, parce que c'est pas non plus un personnage inconnu au bataillon. Donc c'est un sorcier, c'est un très rapide, il va descendre en 6 tuiles si vous avez une troupe mana à supérieure à 9%, ou si vous obtenez 9%. En sachant qu'il a quand même un lien de famille, s'il est cumulé avec d'autres, donc il y a une Francine par exemple, une Myriam ou une Mathilda, vous allez obtenir donc 3, 6 ou 9% suivant le nombre de personnages avec qui vous l'avez couplé. Donc ça c'est très intéressant, parce que si vous n'avez pas besoin de troupes mana, si vous utilisez 3 personnages défensivement de la famille de Morlovia.
Vous pouvez très bien y aller en critique ou en ninja et ça fera un maximum de dégâts parce qu'ils obtiendront 9% de mana et lors des ruées, et bah ça peut faire vraiment la différence d'utiliser des troupes ninja et d'avoir ce boost pour ce 9% de mana supplémentaire qui vous permettra de déclencher en 6 tuiles quoi qu'il en soit. Après vous pouvez très bien aller beaucoup plus loin et faire un déclenchement à 30% supplémentaire et donc descendre à 5 tuiles. Donc ça, voilà, c'était juste pour le petit point mana. Son passif, voilà, il va prendre le dernier bonus dissipable à hauteur de 50% de chance de le faire. Et s'il n'y a pas de bonus, il va faire 70% de dégâts à tous, supplémentaires à son attaque déjà. Donc lui, il attaque à 250%, il va d'abord détruire tous les sbires, donc ça c'est très bien contre des Hulda, contre des Papyrus, contre des Waterpipe, à condition de réussir à le déclencher contre Waterpipe. Donc ça veut dire qu'il faudrait d'abord annuler l'actif de Waterpipe avec la OU par exemple, qui est un super personnage pour désactiver ça, ou une Bera qui peut aussi bloquer temporairement l'accessibilité et la création des sbires. Tous les alliés récupèrent 10% de PV pour chaque sbire éliminé, ça par contre c'est très cool. Et tous les alliés reçoivent 3% de mana pour chaque sbire éliminé. Donc ça aussi, hein, ça permet de vraiment aller booster le mana et donc d'aller chercher une rapidité d'action. En sachant que c'est déjà un très rapide et que si vous faites le nécessaire pour le faire descendre en 5 tuiles, vous allez le déclencher en fait systématiquement et ça va devenir très très gênant. Alors je sais pas pourquoi on le voyait beaucoup en défense, on le voit beaucoup moins. Alors peut-être par rapport à... Bah je sais pas pourquoi on le voit plus en fait. Parce que j'estime que ça reste un excellent personnage, mais on le voit plus. Bon. C'est un fait. Ah oui, et l'attaque contourne les bonus défensifs, y compris la contre-attaque. Bah là, je comprends vraiment plus pourquoi on le voit pas en raid, mais c'est ainsi. Et si vous avez la chance de le choper, bah il faut pas hésiter, hein. Il faut vraiment pas hésiter, ça reste un super personnage, et vous pouvez même le coupler avec une Vanda costume, où là ça fera quand même, alors pas forcément d'énormes dégâts, mais ça permettra de venir bloquer l'ennemi assez souvent, et surtout contre les créateurs de sbires, vous allez vraiment vous faire plaisir. Ensuite on a Dalinda. Je vais passer très rapidement sur ce personnage, parce que je l'ai et je vais pas rester dessus. C'est un paladin. Sa famille, bah, elle booste l'attaque en fonction du nombre de personnages de la même famille qu'ils ont. Donc on avait vu qu'avec les singes, c'était les PV. Elle, c'est l'attaque. Je crois que la famille d'avant, les précédents, c'était la défense. Ou peut-être le mana, je sais plus exactement. Je crois qu'on n'en a pas de dispo là en visibilité, donc j'irai pas forcément chercher l'info. Et on a toujours ce bonus d'événement. Donc par contre elle tape extrêmement fort. Elle fait 395% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc à toi égal. Là je vous le dis tout de suite, elle est emblémée en défense vie. Je l'ai, à la différence, elle atterrit beaucoup plus fort en attaque, je crois qu'elle a 945, un truc comme ça. Donc elle a un peu moins de points de vie par contre, mais au niveau de la défense, c'est la même. Donc c'est une très bonne défenseuse. Elle va invoquer un démon piège hausse, et ça c'est vraiment top, ça va vraiment permettre d'aller bloquer les soins et de grignoter l'ennemi, plus la marque du pacte en passif, donc celui-ci, ça va vous permettre d'aller un peu plus loin au niveau du grignotage de l'ennemi, et ça va être très intéressant. Ensuite les dégâts ils augmentent à chaque tour, jusqu'à un maximum de 93%, voilà. Et surtout, elle va faire un casse défense énorme, donc moins 56%, donc utilisable en titan direct. Rares seront les casse défense aussi forts sur les titans. Alors je sais qu'on peut avoir un peu plus, mais je crois que ça reste quand même l'un des personnages qui a le plus gros casse défense en bleu. Donc c'est énorme, et donc c'est vraiment un personnage que j'adore coupler avec des x3, ou même avec Skadi, quand j'ai des sbires ou chats qui vont venir me prendre un petit peu la tête et qui vont arriver, et bah je place mon casse défense, et derrière bah, quand les sbires sont placés, quand j'envoie Skadi, bah c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les sbires en sachant que j'ai pas le costume de Skadi, mais par contre si j'aurais le combo, voilà, Skadi costume avec Dalida, bah j'hésiterais pas à y aller avec les 3, hein. Enfin avec les 2 pour taper sur 3 plutôt. Donc voilà comment moi j'utilise ce personnage là. Ensuite, Brizos. Donc Brizos, je vais pas vous dire combien j'en ai chopé parce que ça serait une insulte je pense, et surtout par rapport à mon taux d'invocation, j'ai l'impression que le jeu a vraiment bugué. Parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'un peu fou au niveau de mes invocations, et même si j'ai quand même mis la main à la pâte, là ça a été un peu fort quand même. Enfin j'avoue que le jeu a un petit peu déconné. J'en ai eu 3. Donc on se retrouve avec Brizos. Brizos, j'adore un petit peu sa petite bouille, elle est bien sympa. Par contre c'est un barbare, bon c'est dommage, j'aurais bien aimé un petit combattant. Mais c'est un barbare, c'est toujours bien à prendre on va dire.
Alors, sa famille, je reviendrai pas dessus, je l'ai présenté un petit peu avant avec Lys Brume. Le passif, c'est pareil, je reviendrai pas dessus. Mais par contre, voilà, on va revenir sur ses capacités. Donc, au niveau de l'attaque, c'est un très gros attaquant. Ensuite, je pense qu'il est de toute manière emblémé. Ah, là, il est peut-être emblémé. Alors, attendez, je regarde un peu mieux. Il est peut-être emblémé en attaque def, là. Bon, je suis pas sûr. C'est un coup, là, il est quand même en défense vie. Quoi qu'il en soit, il a quand même une super grosse attaque. Je crois qu'il y a El Nada qui a à peu près cette attaque-là, à 1007. Et puis, il doit y avoir d'autres personnages qui, de toute façon, font, en termes de puissance, rivalité. Mais là, on dépasse facilement les 1000. Donc, ça va être un très gros sniper. Il va attaquer à 540, ce qui est juste énorme. Je crois que Liana, elle fait 520, un truc comme ça. Xartana Costume fait aussi 520, un délire dans ce genre. Vous voyez déjà le résultat que ça fait. Et surtout que voilà, on va avoir aussi le passif qui va rentrer en jeu. Donc à son utilisation, à son lancement de sa CS, qui va augmenter donc de 20%. Et on va avoir aussi, donc les dégâts sont augmentés de 30% pour chaque allié du lanceur qui est vivant. Donc imaginez juste, vous arrivez à le lancer très rapidement. Vous avez donc 5 de vos personnages qui sont encore sur le plateau. Je vous laisse un petit peu deviner le taux de puissance qu'il va récupérer. Là, il va récupérer 150% direct. Ça veut dire qu'en gros, il a même pas besoin d'un boost d'attaque pour être vraiment énorme. Et ensuite, on va toujours avoir ce cumul max 10. Le lanceur reçoit 15% d'attaque contre l'élément vulnérable. Donc là, il est clair que les gros tanks en violet, ils vont en prendre un max dans la figure. Et ça va faire une attaque démoniaque. En sachant que vous pouvez aussi profiter du boost d'attaque, que vous pouvez très bien le mettre avec un ball stock normal, ou même un costume, là, à la rigueur, un costume irait très très bien aussi. Vous allez augmenter donc la capacité d'attaque assez fortement, et donc faire un maximum de dégâts juste avec un sniper. Et ça va même être trop, quoi. C'est que vous allez pouvoir limite one-shoot un personnage, avec même une Cléopâtre avec 2000 points de vie, vous allez limite pouvoir la one-shoot avec ce niveau de puissance. Alors j'abuse peut-être un peu, il est vrai qu'il va falloir l'entamer un petit peu d'ailleurs pour aller shooter une Cléopâtre, mais ça va vraiment permettre de vraiment redonner un petit peu son blason au sniper. Un personnage comme ça, un sniper qui tape aussi fort, même la Yohu, avec ses 650 et des bourrettes % de dégâts, je pense qu'il tapera pas aussi fort. Donc ça reste énorme en capacité, en stats. Et si vous avez la chance d'en avoir 2, voire 3, comme certaines personnes, eh ben n'hésitez pas à les monter, quoi. Parce que des snipers qui tapent aussi fort, franchement, c'est one shot, one shot, one shot. Donc au niveau de son utilisation, de toute façon c'est un rapide, donc il va falloir lui mettre une troupe pour pouvoir le descendre au maximum des tuiles. Lors d'une ruée, bon bah c'est peut-être moins intéressant. Mais ça restera toujours un très bon sniper, et puis on n'a pas tous des lancs qui vont taper sur 5, et puis on n'a tous pas monté peut-être des lancs qu'on va utiliser qu'une seule fois lors des GDA ruées, ou peut-être 2 fois en GDA ruée. Donc c'est vrai que voilà, avoir la polyvalence d'un rapide en sniper, c'est toujours très bien à prendre, et surtout par rapport à ce boost d'attaque qui est juste énorme, on va vraiment permettre de cumuler aussi cette montée, ce buff d'attaque avec de différentes manières, que ça soit par le passif de 20% ou par les dégâts augmentés de 30% pour chaque allié qui est vivant. Et vous avez aussi ce cumul max qui va être en fonction de l'élément fort contre qui il agit. Donc là en soi ça sera le vert, et il va faire énormément de dégâts sur le vert. Alors, maintenant on va revenir sur Bera. Alors Bera, j'ai pas du tout compris pourquoi ils l'ont mis à la une. Et malheureusement je l'ai eu. Et ça m'embête beaucoup, parce que je l'ai eu hors son costume. Et ça c'est très très embêtant. Bera, ça pourrait être un bon personnage. Ça pourrait être un bon personnage. Le problème, c'est que c'est un moyen... Ah non, c'est une rapide, pardon. Autant pour moi. Alors là, autant pour moi. Alors, là, du coup, c'est vrai que ça relance un petit peu le truc. Donc Bera, c'est une rapide. Donc j'avoue qu'avec une Freya, par exemple, qui est largement accessible au niveau du portail. Alors bon, inutile de vous montrer, tout le monde connaît Freya. Vous pouvez très bien faire un combo entre Freya et Bera, car ce sont des personnages qui font partie du même royaume. Et donc, si vous avez le malheur de les perdre, ce qui peut arriver, vous allez faire une baisse de mana. Bon, ça, c'est pas super intéressant, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est au niveau des sbires. Donc Freya, elle, que ce soit en costume, elle va faire un buff d'esquive. En normal, elle va faire un buff de défense.
Et Bera, elle, ce qu'elle va faire, elle va créer des sbires. Et chaque coup d'un de ces sbires, papillon de nuit, papillon de lumière. Je suis obligé de faire une référence à la con à chacune de mes vidéos. Donc, elle va donner l'effet négatif suivant à la cible. La cible reçoit 201 points de dégâts de poison sur 3 tours. Ça, c'est pas énorme, hein. J'avoue que c'est pas très embêtant, surtout qu'avec une dot, on peut assez vite, avec un cleanse, pardon, on peut assez vite le finir. Et la cible résiste aux nouveaux sbires pendant 3 tours. Donc ça, c'est toujours pareil, hein. Ça reste des bonus qui peuvent être dissipés, mais bien utilisés. Ces bonus-là peuvent bloquer par exemple un waterpipe. Après, il faut vraiment ou ne pas avoir de chance ou avoir de la chance pour viser waterpipe qui peut vous gêner, en sachant que waterpipe en général c'est juste un appât et que toute l'équipe qui est composée autour est très embêtante en réalité, et le vrai danger ne vient pas forcément de waterpipe mais du reste de l'équipe. Donc voilà, Bera, ça reste un personnage, on va dire, si vous avez la chance de l'obtenir et que vous avez pas de violet à monter actuellement, pourquoi pas? Ça pourra très bien vous servir et faire des combos aussi avec Mpengi. C'est un rapide, comme Pengi. Donc vous pouvez le déclencher en cette tuile très facilement avec 15% de mana. Vous avez une Freya, vous avez une Bera, vous avez un Pengi. Avec un peu de chance, vous avez Anastasia. Anastasia va déclencher en 5 tuiles avec une bonne troupe. Derrière, c'est tout bénef pour vous. Vous allez créer du sbire en fait à tir-larigot. Vous allez mettre du sbire en fait. Une première couche avec Anastasia, une deuxième couche avec Bera, une troisième couche avec Freya. Vous aurez donc le buff de défense avec Freya, vous aurez la capacité d'annuler les sbires et faire du poison en face. Vous avez avec les sbires d'Anastasia pas grand chose. Mais vous allez créer du sbire, vous allez en faire 3 par tête, donc vous allez en faire 15 en réalité, et Pengi, quand il va arriver, il va dégommer le plateau, ou du moins essayer de le dégommer, en faisant un maximum de dégâts en fonction des sbires qui lui seront donnés. Parce que Pengi, je vous le rappelle, c'est un personnage qui fait une attaque en fonction, qui monte sa puissance d'attaque en fonction des sbires qui sont sur le plateau. Donc ça peut être très intéressant dans ce genre de combo. Quand vous êtes sur un jeu classique, hein, qui n'est pas forcément très dépensier, donc vous avez la possibilité d'obtenir un Mpengi et que vous avez une Freya depuis bien longtemps, et vous pouvez très bien le coupler avec Bera et faire une équipe qui viendra résister avec ses sbires, qui viendra un petit peu empoisonner et surtout augmenter la puissance de Pengi. Derrière, vous placez 2 soins pour que la team puisse résister d'une différente couleur ou d'une couleur alliée à du violet ou à du bleu, et derrière, vous ferez extrêmement mal. Vous pouvez même le jouer avec une Alexandrine qui viendra résister à des malus en face et se régénérer, se protéger et donc avoir la possibilité de se relancer et de faire énormément de dégâts, de permettre aux autres de faire énormément de dégâts, surtout à Mpengi. En sachant que c'est une ecclésiastique aussi, Alexandrine, donc elle sera pas touchée ou peut-être moins touchée par une réduction de mana, ou par une CS qui viendrait réduire son mana. Donc voilà un peu comment je verrai Bera. Après, c'est vraiment pas mon personnage favori, et c'est pas elle que je montrais en priorité, ça c'est clair. Donc voilà pour le petit tour au niveau des personnages à la une. Par contre... Ouais, parce que j'essaie d'allumer ma clope. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas voir quelques-uns des personnages qui pourraient être intéressants? Bon, je pense qu'on les a un peu tous vus tout à l'heure déjà. Je pense que c'est inutile d'aller revenir, sinon vous lisez la carte et vous verrez très bien ce qu'il en est. Gilligan, je le passe. Excellent personnage, je viendrai le représenter plus tard. Alors, on va faire un petit point sur la GDA. Donc grosse victoire. Je crois qu'ils n'ont même pas fait toute leur frappe en face. Ouais, il leur manque où ils frappent. De toute façon, je pense que c'était perdu d'avance quoi qu'il en soit. Mathématiquement, on était au-dessus. Donc on a abordé cette GDA là avec des défenses lentes dans tous les cas. Et j'aimerais juste revenir sur quelques-unes des défenses et surtout sur celle d'Améthyste qui est juste énorme. Donc on arrive à 5355 points de puissance d'équipe. Donc on a majoritairement des lents, donc on a Kagan, on a Seth, on a Orgal, on a Khufu, et puis on a une moyenne du nom de Cléopâtre, qui est juste énorme, et qui est juste horrible de toute façon à jouer avec. Donc au niveau de la troupe, on est resté donc sur une troupe critique avec beaucoup de résistance, ce qui augmente vraiment sa capacité défensive. Je crois qu'elle, de toute façon, c'est simple, 875, on a une augmentation de 25%. Je vous laisserai faire le calcul. Mais c'est juste énorme. Donc on arrive sur une défense à peu près à 1170, 1075, un truc comme ça. Orgal, c'est un peu pareil.
Les points de vie sont exceptionnels, hein. Dorgal en costume, en C2. Khufu, qui reste extrêmement puissant, 455 sur tous. Et Kagan, qui va toujours faire son boost de mana sur 5 tours. Donc ça permet de faire déclencher très très rapidement cette équipe, hein. En même pas 5 tuiles, ça déclenche très rapidement. On a des troupes mana qui sont correctes, on a des troupes critiques qui viennent renforcer au niveau de la défense et au niveau du critique aussi. Donc c'est une excellente composition, hein. Même si ça déclenche peut-être moins rapidement, on n'est pas sur un déclenchement en 6 tuiles mais en 7. Ça fait énormément de dégâts. Quand ça claque, ça résiste, même si derrière la personne envoie des CS, et c'est pas pour ça qu'il va réussir à killer cette team-là. Et puis on l'a très bien vu, c'est l'une des... il me semble que c'est la défense pardon, qui a le plus résisté. Donc ça c'est énorme. En défense qui a bien résisté, je crois qu'on a notre ami fidèle, mais ça c'est normal. On commence à s'habituer. On a Dame du Lac, Domitia, Lubu. C'est toujours pareil, en ruée, ça va dépendre des tuiles qu'on a. Si on a la volonté d'aller attaquer avec du jaune, Domitia va s'occuper d'eux assez facilement. On a Myriam qui va augmenter l'attaque de Domitia, qui va être juste énorme, qui va rajouter 50%. Il me semble que c'est ce qu'elle fait maintenant. Voilà, 50% d'attaque. Et aussi on augmente donc de 50% l'attaque de Khufu. Je vous laisse imaginer ce qu'il peut faire. Donc il attaque déjà à 450. Donc si on augmente par 2, ça fait 225 de points. Donc il attaquera à 775 points. Pardon. Donc c'est juste énorme. Autant dire que ça tient pas longtemps face à ça. Baby Joe a eu son heure de gloire aussi, mais a pas eu autant de réussite que d'habitude. Peut-être par rapport au changement du rouge, qui est Alzar, qui est un nouveau-né, mais qui est juste énorme, je trouve. Pour l'avoir utilisé en ruée, il fait vraiment très très mal, même s'il n'est pas fini, parce que son costume n'est pas encore monté. Pardon, pas son costume, son normal. Caligula aussi a bien résisté. Et sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, hein. Voilà. Alors, sinon, je ferai le test un peu plus tard. Je vais tenter de finir le Brissos assez rapidement avec les sorts. Et je vous ferai une présentation donc du coup de Brissos. Et j'essaierai d'entamer un petit peu Lisbrume, pardon, j'ai du mal, hein, avec tous ces brises, ces brunes, ces lys. Pour vous montrer un petit peu comment moi j'utiliserais et avec quel personnage. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, je verrais bien un Brissos jouer avec Quartz, Lisbrume, et puis peut-être potentiellement aller chercher une augmentation de défense ou un tap sur 3 comme Marjana pour augmenter cette capacité-là de faire bobo à l'adversaire. Mais ça, c'est des compositions encore à voir. Et je pense que je vais créer une équipe complète autour de Brissos pour vraiment profiter de leur capacité et de Lisbrume aussi. Mais ça, je reviendrai un peu plus tard dessus. Allez, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent début de semaine, car aujourd'hui on est dimanche et que demain on sera lundi, et que le début de la galère du lundi au vendredi va donc commencer. Allez, gros bisous à tous, gros bisous à ma team que j'adore, et à la communauté. Bisous, bisous!